Bon, alors, on va commencer par se déplacer. Celle-là, vous l'avez appelée comment? Alors, j'en fais pas partie de ce groupe. Je ne D'accord, sais pas, je sais pas. je sais pas comment eux l'appellent, mais je sais qu'en D'accord. tout cas, il y a des. Alors, le premier intervenant normand qui va nous parler un petit peu sur ce sujet-là. Alors, c'est Guillaume Doxet, qui est donc représente Sud. Hein. Ouais, Sudrail, hein, il m'avait marqué la CGT sur le papier. Il me semblait bien que je t'avais vu avec un drapeau vert à la manif samedi dernier. Voilà. Donc, dans ce déplacé, il y a tout ce qui concerne le ferroviaire. Et donc, Guillaume va pouvoir un petit peu nous témoigner de la situation sur cette question qui n'est franchement pas reluisante. Non, c'est ça. Moi, je voudrais d'abord faire un historique de... Enfin, moi, depuis que je suis rentré en 2002, on parle d'environnement et pour moi, le ferroviaire, ça devait se développer. En 2007, on a fait l'ouverture à la concurrence dans le fret parce que ça devait soi-disant capter de nouveaux trafics. Le résultat, c'est qu'on a perdu 40% de transport marchandises transportées par fer qui est passé sur camion. Bon, c'est vrai que le premier transporteur routier en France, c'est la SNCF avec Géodis. Peut-être que, vous voyez, hein, c'est toujours les intérêts, malheureusement, du capitalisme en général. Donc voilà, c'est déjà un premier échec. C'est quand même, on est tous d'accord pour se dire, le transport de marchandises, il faut que ça aille sur les trains, quoi, ou sur les bateaux, et qu'il y ait beaucoup moins de camions. Donc l'ouverture à la concurrence, c'est un premier exemple dans le fret qui est vraiment un échec énorme. Et puis, je veux dire, on s'en relève pas. Et voilà, parce que en fait, il faut que ce soit rentable. Et à un moment, si on veut que ce soit rentable, c'est bien en massifiant le transport. Mais pour ça, il faut une politique volontariste. Je dirais, à une époque, il parlait de faire des plateformes de ferroutage un peu dans chaque département. Voilà, c'est une idée. Et puis de dire que les camions, ça reste du local. Et au-delà, ça monte sur les trains. Enfin, il y a des alternatives qui peuvent être proposées. Il y a des alternatives techniques qui existent. Et juste, le problème, c'est qu'il faut investir. Et si on investit, alors on veut que la SNCF se rendette encore pour investir, mais les collectivités ou l'État, ils font pas. Là, maintenant, le voyageur, c'est pareil. Alors, parce que la dette de la SNCF, parce que c'est toujours là-dessus qu'on dit la SNCF, ça coûte cher, donc 50 milliards de dettes, qui sont juste issues des volontés politiques d'avoir le train des riches, le TGV, c'est comme ça que je l'appelle, hein. C'est pas le train de monsieur tout le monde, le train de tous les jours. Hein. Ça, c'est le train de quelqu'un qui voyage, qui a sa réunion, ses vacances, ou je sais pas. Donc, c'est bien ça qui a endetté le chemin de fer, alors qu'aujourd'hui, le but, c'est quand même... Enfin, moi, je pense, au niveau du voyageur, c'est de se dire quelle est l'alternative à la voiture, d'avoir du transport en commun. Pour ça, c'est pareil, il faut investir dans le transport en commun. On a des réseaux qui existent, on est en train de, malheureusement... On risque d'en perdre parce que on arrive comme dans le fret, quoi. Là, on fait une ouverture à la concurrence qui va bientôt arriver. On a mis les bus Macron, hein, donc les bus Macron, c'est pareil. Hein, il y avait, je vous dis Géodis, donc nous, la SNCF, on est bien placé aussi, il ne faut pas s'inquiéter. Du coup, c'est des lignes comme Caen-Rennes où on va mettre des bus, c'est mieux. La ligne Paris-Argentan-Granville, moi j'aime bien la citer en exemple. C'est quand même intéressant de prendre le train niveau temps, mais vu le nombre de trains, d'un point de vue purement capitaliste, moi je la ferme, hein, parce que c'est pas rentable. Par contre, d'un point de vue environnemental pour l'avenir, je pense qu'elle est très rentable. Et puis elle a besoin... Elle n'est pas rentable parce qu'il n'y a pas assez de trains dessus. Mais si on la développait, si on remettait du fret, si on remettait plus de voyageurs pour être la vraie alternative à la voiture, c'est des lignes qui ont de l'avenir. Il faut juste vouloir... Il faut arrêter de demander à une entreprise, déjà une entreprise qui pense qu'elle gagne de l'argent, puisque finalement elle n'est plus dans son cœur de métier, le ferroviaire, elle se place un peu dans tout. Il faudrait remettre cette entreprise au cœur du service public, lui enlever tout ce qui n'est pas du ferroviaire, parce que on doit rester axé sur le ferroviaire, et tout simplement dire... parce que voilà, on est toujours en train... C'est ça qui est énervant, c'est que on s'appuie sur la dette pour dire c'est à cause du cheminot, mais c'est pas vrai. C'est bien à cause des politiques néfastes qui ont été faites et du manque d'ambition sur le développement du ferroviaire. Je vais prendre un exemple, la comparaison entre la route et le ferroviaire. La route, c'est en gros financé entre 90 et 100% par l'État. Je veux dire, vous prenez votre voiture, sur la plupart des routes, à part les autoroutes, vous ne payez pas. Le train, il roule sur une voie ferrée, il doit payer son sillon.
il paye son péage. Chaque train paye son péage. Si on veut que le train soit attractif, il faut qu'il soit moins cher. Donc il ne devrait même pas y avoir de sillon pour un train qui roule sur le réseau. Je veux dire, le réseau ferroviaire, il devrait être financé à 100% par l'État ou les collectivités. Là, on doit être autour de 50%. Il devrait être financé à 100% par l'État et les collectivités. Ça ne devrait rien avoir à faire avec, après, les entreprises. Maintenant, les entreprises, hélas, moi je serais pour qu'il n'y en ait qu'une, mais bon, ça c'est un autre... c'est plus politique. Mais pour que les entreprises de transport de voyageurs ou de fret roulent dessus sans payer de sillon. Je veux dire, ça diminuerait énormément déjà le coût du transport, parce que c'est quelque chose d'énorme. Parce qu'en plus, c'est un cercle vicieux. Moins il y a de trains qui roulent, plus on est obligé d'augmenter le sillon, parce que il faut payer la ligne, quoi. Et plus du coup, il y a moins de trains qui roulent, parce qu'il y a moins ça coûte plus cher de faire rouler des trains. Donc c'est infernal. On s'en sortira jamais. Donc il faut. Voilà, il faut. Moi j'aimerais, j'espère que dans la Convention citoyenne, vous arriverez à dire que, le ferroviaire, c'est un service public urgent dans le transport pour l'avenir, quoi, et qu'il faut arrêter de croire que le privé, que les intérêts privés arriveront à le développer. C'est complètement faux. On a la preuve dans d'autres pays, et vu l'urgence, il faut rester sur un service public. Alors Grégoire, toi qui t'intéresses donc particulièrement aux exemples normands, certainement tu as entendu parler du fait que aujourd'hui en Normandie, la région a repris en grande partie à son compte, voilà tout. Le Havre-Marseille. Ouais. Et peut-être tu peux nous dire, est-ce que déjà vous ressentez de l'intérieur ce que peut générer un petit peu ce changement là on arrive sur nos impôts, on l'a pas encore peut-être tout à fait senti, mais sur vos impôts, c'est sûr que c'est une belle arnaque pour les Normands. Ça a été un négocié entre l'État et la région, parce que Morin il voulait tout reprendre en main. Et du coup, il a négocié, l'État achète les trains et après on reprend en main. Mais donc, c'est bien, il a acheté les trains. Par contre, après, il faudra que ce soit la région qui paye, alors qu'avant, les trains vers Paris, c'était l'État qui payait, quoi. C'était parce que c'était un service public national. C'était les trains d'équilibre du territoire. Maintenant, c'est passé trains régionaux. Donc tout ça, c'est la marque Nomade, la nouvelle marque créée. Parce qu'on sépare un peu toutes les régions. Donc voilà, c'est la séparation, c'est la compagnie de l'Ouest normand. Enfin, voilà, c'est un retour en arrière. Toi, tu as une idée sur la question? Moi, on en a beaucoup parlé. Et en plus, en tant que Normand, moi, je suis un Normand, mais qui travaille sur Paris. Donc le train Nomade, je l'ai pris ce matin, je l'ai pris hier, je le prends demain. Je vois très bien ce que c'est, je vois très bien les problématiques. Non, il n'y a pas de souci. Alors, on va arrêter de voyager en train et puis on va pédaler un petit peu. Exactement. Donc, juste si je peux juste compléter, moi je suis assez d'accord de toute façon, parce qu'on dit à tout le monde arrêtez de prendre votre voiture, mais si on ne propose pas de solution derrière, ça ne marchera pas. Et on voit bien les échanges intervilles ne le sont plus faits. On voit bien qu'il y a un réseau ferré qui en plus est existant en Normandie, parce que du coup j'ai fait quelques recherches en Normandie, il y a un réseau ferré qui est existant, qui pourrait être redéveloppé, redynamisé, et ça donnerait forcément des solutions. Bien sûr, s'il n'y a pas un train par jour, il faudrait qu'il y ait des lignes régulières, efficaces. Et il y a effectivement, moi j'ai regardé du coup les pistes de se déplacer, et ça fait partie de nos grandes ambitions. Il y avait aussi le transport de fret. On le met sur le ferroviaire ou le fluvial, mais oui, ça fait partie des choses qu'on va développer, qu'on va pousser. L'investissement, on va le pousser dessus, parce que effectivement, le ferroviaire pollue beaucoup moins que l'aérien ou la voiture. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on va appuyer. Il y a des grandes choses à faire. Alors donc à mes côtés, c'est Christine Corbin des Dérailleurs. Donc je vous passe le micro. À vous de jouer. Bonjour, bonsoir. Dérailleurs, c'est une association qui vise la promotion du vélo au quotidien et qui en même temps s'occupe des voies vertes et véloroutes qui peuvent exister dans notre région. Donc moi, ce que je préconise, et ça ne va pas trop vous étonner, c'est de développer au maximum sur les agglomérations le déplacement à vélo en améliorant, en créant vraiment des axes extrêmement rapides pour les cyclistes, et ceci au détriment de quoi? Là, ça ne va pas trop vous faire plaisir, mais au détriment de la voiture. La voiture particulière, la voiture particulière, c'est un outil formidable, mais si on veut absolument réduire drastiquement la quantité de CO2 qui part dans l'atmosphère,
un des axes principaux, c'est vraiment de lutter contre la pratique qui consiste actuellement à prendre sa voiture pour tout et n'importe quoi. Il faut absolument que chacun d'entre nous se prenne en main. Alors là, il s'agit vraiment de décisions des citoyens que nous sommes tous. Nous pouvons réellement tous, sauf quelques exceptions que vous allez tout de suite me citer, nous pouvons tous éviter de prendre notre voiture pour faire de 5 à 10 km, par exemple. Je ne vais pas vous donner un chiffre exact pour le nombre de kilomètres, mais réellement, c'est faisable par tout le monde, prendre autre chose que la voiture pour se déplacer, pour aller au coin de la rue chercher son journal, pour aller même à l'autre bout de la ville, comme une ville comme Caen. Elle se traverse très facilement à pied, à vélo, en roller, en ce que vous voulez, ou en transport en commun, bien évidemment. Donc pour moi, il faut que l'argent qu'on engloutit, le pognon de dingue, si vous voyez ce que je veux dire, cet argent qu'on engloutit dans des infrastructures routières extrêmement coûteuses, qui ne serviront plus tôt ou tard, il faut quand même que... Enfin, c'est vraiment notre pognon à nous. Il faut absolument arrêter de faire des rocades, de faire des autoroutes, entretenir déjà l'existence, c'est pas si mal, et puis mettre ça à profit pour créer des axes, comme on peut en voir dans certaines villes comme Copenhague, beaucoup de villes allemandes, des villes néerlandaises, où réellement on a mis un paquet, mais ça, en plus ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher de faire des infrastructures pour les cyclistes. Et les cyclistes, je mets dans le cyclisme les personnes qui, par exemple, de plus en plus se mettent à acheter des vélos cargo. Évidemment, vous pouvez avoir des vélos à assistance électrique, ce n'est pas l'idéal au niveau écologique, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'une voiture. Donc vraiment, mettons le paquet sur cette possibilité de se déplacer autrement qu'en voiture. Et d'autre part, il faut absolument qu'on conçoive une ville qui soit dans laquelle les enfants puissent se déplacer à vélo, à pied, pour aller à l'école tout seuls. Vous allez me dire c'est impossible, c'est archi dangereux. Mais non, ça n'est pas dangereux si on supprime les voitures des centres-villes ou si on supprime des voitures qui roulent comme actuellement jusqu'à 50, 60 à l'heure, parce que 50 à l'heure, ça veut dire qu'on fait du 60 en fin de compte. Donc évidemment que dans ces conditions, l'accidentologie est très importante. Il faut absolument qu'on redonne la ville aux piétons, aux cyclistes et surtout aux enfants. Est-ce que vous ne seriez pas heureux de voir votre petit bout de chou aller tout seul à l'école sans avoir ce souci de se dire « Mon Dieu, mais c'est sûr, il ne va pas pouvoir traverser la rue ». Alors moi, je vais encore même plus loin. Je voudrais que dans le cursus du permis de conduire, on mette une journée vélo. C'est-à-dire qu'on demande à chacun des candidats au permis de conduire de faire une journée de vélo pour être sensibilisé à ce que représente la pratique du vélo dans la ville actuellement. Parce que qu'est-ce qui retient tout ? Peut-être que tous, là, vous auriez envie de faire du vélo. Et qu'est-ce qui nous retient ? C'est toujours ce qui apparaît dans les interviews des gens. Les gens ont une peur bleue d'aller sur la voie publique à cause des voitures, tout en étant eux-mêmes automobilistes et en conduisant comme des malades. Parce que le problème, c'est que quand on est en voiture, on a l'impression que 20 ou 30 à l'heure, ce n'est pas avancé. Moi, je sais, je pratique beaucoup le vélo et très peu la voiture. Chaque fois que je prends ma voiture, je me dis « Oh, mais t'es déjà à 50 !» À 50, on a l'impression de ne pas avancer. Donc il faut que chacun prenne conscience du fait qu'une voiture, c'est véritablement un engin qui est extrêmement dangereux et qui crée vraiment de l'insécurité pour les autres utilisateurs de la voie publique. Voilà, donc je suis peut-être un peu braque, mais pour moi, c'est très très important qu'on redonne la ville aux piétons, aux cyclistes, aux enfants. Et qu'on aide, et on peut d'ailleurs aider, c'est ce qui se fait un petit peu, les entreprises peuvent aider leurs salariés à pratiquer le vélo en leur versant des indemnités. Après tout, on met aussi beaucoup d'argent dans des indemnités pour le transport en commun, pour les voitures, etc. Si on met un petit peu d'argent pour aider les gens à acquérir un vélo et à l'entretenir, parce que ça a quand même un coût d'entretenir son vélo. Si on met des abris vélos un petit peu partout pour que les gens puissent facilement
mettre leur vélo en sécurité et à l'abri de la pluie. Tout ça, c'est des plus qui ne coûtent pas si cher que ça et qui peuvent énormément améliorer l'envie qu'auront les gens de se mettre au vélo. Et non, ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'il faudrait absolument que nos élus, donc Grégoire, puisque tu vas avoir affaire à des élus, que nos élus montrent l'exemple. Ça, c'est absolument indispensable. Ils n'arrêtent pas. Je me souviens d'une réunion avec le maire de Caen qui n'arrête pas de dire que les transports en commun sont très au point dans sa ville et tous les élus étaient venus en voiture un dimanche matin à le truc des vœux, la cérémonie des vœux. C'est-à-dire que tout l'hôtel de ville était rempli de voitures, de gens qui sont censés habiter à Caen. On habite à Caen, c'est pourquoi? C'est pour se déplacer à pied, en transport en commun ou à vélo. Voilà, j'en arrête là. Alors, c'est une grande thématique, justement, le vélo, parce que, en fait, le groupe Se Loger et le groupe Se Déplacer travaillent ensemble sur cette thématique-là. Parce qu'en fait, il faut repenser la ville. Il faut repenser la manière de concevoir nos villes, parce qu'on le voit bien hein, à l'étranger. On a vu des experts de villes comme... alors, j'ai plus les noms des villes, mais Amsterdam, beaucoup de villes hollandaises, en fait, sont venus nous voir pour nous montrer, en fait, comment on pouvait réinventer la ville pour permettre le vélo. Parce que oui, effectivement, il faut qu'on arrête avec la voiture pour les courts trajets. Moi, je ne peux que pousser pour ça. C'est aussi un début de prise de conscience parce qu'on commence en allant chercher le pain. Après, on va travailler à vélo. Enfin, il faut y aller petit pas par petit pas. Et oui, on va essayer de trouver les bonnes solutions pour réinventer la ville parce qu'il y a des choses à reconstruire. Là-dessus, c'est certain. Et puis, on le voit bien. Là, il y a eu la grève des transports à Paris. Bah, effectivement, il y a eu 10 fois plus de personnes qui prenaient le vélo et ça fonctionne. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Ça peut fonctionner. Non mais c'est les deux, il faut lier les deux. Et voilà. Le nouveau train qu'on va avoir, le train Corail actuellement, il avait 18 places de vélo. Le nouveau train, donc en unité simple, il y aura 3 places. En unité double, il y aura 6 places. Donc on voit la volonté politique de M. Morin pour mettre des vélos dans les trains, quoi. C'est carrément honteux, quoi. Et pourtant, ces places sont prises pour prendre le train très souvent. Il y a souvent des vélos, donc voilà. Oui, j'ai une question là sur les voitures et la baisse des vitesses, quoi. Il y a un peu plus d'un an, on a fait baisser les vitesses sur les routes à 80. J'ai entendu beaucoup de gens râler, des motards en colère, des automobilistes en colère. Mais ce qui m'a étonné, c'est que j'ai pas entendu ni d'écologistes, ni des gens qui luttaient pour le climat défendre cette mesure. Alors je m'interroge, pourquoi on n'entend que des automobilistes en colère, des motards en colère, et puis jamais les autres, quoi. On entend toujours plus les gens qui sont contre que les gens qui sont pour, hein, globalement. Oui, mais c'est bizarre qu'on ne les ait jamais entendus, quoi. Moi, j'aurais souhaité quand même qu'il y ait des gens qui disent qu'il y avait la... Nous, on prend position clairement, et les gens qui sont ça, ils racontent n'importe quoi. Là, actuellement, par exemple, le président du département envisage toujours de relever la vitesse. Je vais vous répondre juste sur ça, juste pour vous dire que c'est un sujet qui est abordé. J'ai regardé au-dessus de l'épaule de certains de mes collègues qui travaillent sur cette thématique. Ça va peut-être pas être une des propositions, mais je sais que c'est sur la table. Ils parlent de réduire la vitesse sur l'autoroute, par exemple, de 230 pour les passer à 110. En tout cas, ce sera peut-être pas fait, sûrement pas fait, j'en sais rien. En tout cas, c'est sur la table parce que c'est une des solutions qui nous a été proposée, qui coûte pas en plus très cher. Voilà. Après, encore une fois, hein, là-dessus, je ne m'engage à rien parce que ce sera peut-être pas voté par les 150 et encore moins par la population française. Mais en tout cas, c'est sur la table. Et encore une fois, là, je suis d'accord, c'est qu'on entendra toujours ceux qui vont gueuler, pas ceux qui protègent. Oui, et puis il y a aussi, là-dessus, il y a aussi des lobbies. Les 40 millions d'automobilistes, par exemple, qui est une association extrêmement active contre toutes ces choses-là. Et puis, il y a aussi les comportements individuels. Hein. Tu en as parlé. Hein. On a tous aussi à s'interroger sur notre responsabilité. Une autre question sur ce thème ? Oui, c'est plutôt une observation à propos d'une forme de transport qu'on n'a pas évoqué ici, c'est l'avion. Et l'avion bénéficie d'un privilège absolument incroyable. Le kérosène n'est absolument pas taxé. Il n'y a pas de... Alors que tous les autres modes de transport hors vélo, tous les autres modes de transport sont taxés au niveau du carburant. Le kérosène ne l'est pas. Alors nous, on a posé la question à plusieurs reprises parce qu'on se bat actuellement contre l'extension. J'en reparlerai si vous le permettez. Je prends la parole. Pardon ? C'est qui nous ? Alors, la CAPAC. C'est-à-dire l'association contre l'allongement de la piste de l'aéroport de Carpiquet, d'accord ?
Et on a posé la question pourquoi, et on nous répond, il n'y a pas de possibilité de taxer le kérosène parce que ce n'est pas une décision nationale, c'est une décision internationale. Moi, je n'y crois pas trop, en tous les cas, je n'y crois pas pour les vols intérieurs. On pourrait très bien imaginer, c'est ce qu'a fait la Suède. La Suède a taxé le kérosène pour ses vols intérieurs et les Suédois prennent de moins en moins l'avion. Bon, les Allemands ont pris une autre position, ils ont baissé la TVA sur les billets de train et augmenter la TVA sur les billets d'avion. C'est une autre façon de rendre plus équilibré le système fiscal. Merci aussi pour la proposition, là aussi, très concrète. Moi, je l'entends, la proposition très concrète. Alors, en plus, on a eu la chance, ou je sais pas, d'auditionner le président de l'ADP, par exemple, qui est venu effectivement nous présenter ce que vous venez de me dire sur le lobby aérien. Et oui, il nous dit, de toute façon, les avions, si c'est taxé en France, ils vont venir charger et repartiront sans se ravitailler. Donc oui, effectivement, c'est sur les vols intérieurs qu'on a un levier à jouer, parce qu'en plus, on a un réseau ferroviaire qui est très bon, qu'il faut continuer à développer. Aujourd'hui, on a beaucoup investi justement dans le TGV, hein, tu l'as très bien dit. Autant l'utiliser, maintenant qu'il est là, c'est sûr. Donc voir pour taxer ces vols intérieurs, parce que les vols intérieurs sont parfois ahurissants. Je vois qu'il y a des vols qui font Caen-Paris. Bah non, mais normalement, pourquoi ça n'a aucun sens, en fait. Donc se dire, développer le transport régional, oui, mais pas forcément l'aérien. Beaucoup moins cher que le train. Exactement. C'est ça le problème. C'est ahurissant. Mais c'est pour ça, il y a des vrais leviers. Enfin, je relisais là, pendant qu'on discutait les pistes justement, et il y a une grosse ambition sur le transport aérien, notamment sur le transport aérien intérieur, parce que sur l'intérieur, malheureusement, mais il y a moins de leviers qui sont à notre disposition. Ça ne veut pas dire qu'on ne demandera pas qu'il y ait des positions portées par la France au niveau international ou européen. Mais après, là, ce ne seront que des préconisations, pas des leviers concrets, pas des lois, pas des règlements. Alors, le problème, c'est que tout ce qui est vertueux est plus cher que ce qui ne l'est pas. Oui, globalement, quand même, dans tous les domaines, c'est souvent ça. Et là, effectivement, il y a une vraie question sociétale. Et je peux juste me permettre de préciser, parce qu'en fait, j'ai vu sur des réseaux sociaux certaines personnes qui sont frustrées, parce qu'on a vu des millions de signatures pour ADP, pour demander un référendum, et vous avez du mal à l'obtenir. Et c'est vrai que nous, 150 citoyens, a priori, le référendum, on va l'obtenir. Donc je la sens bien, cette frustration. Et je sais que c'est... Non, mais je préfère être tout à fait franc, je la comprends, cette frustration, je la partage. Mais malgré tout, nous, on a l'occasion d'y accéder, on va pas y renoncer. C'est clair. Mais en tout cas, tout ça pour dire que voilà, vous pouvez aller signer, mais j'entends bien la frustration et je tenais à le souligner. Après, parce tout le monde n'a pas forcément envie de signer. Hein, je veux dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus d'1 million de signatures. Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut sentir aussi cette frustration citoyenne, se dire il y a 1 million de signatures, pourquoi 150 citoyens y arriveraient? Donc je préfère dédramatiser tout de suite. Nous, on n'y est pour rien, c'est comme ça. On y a accès, autant le faire.